Yo tout le monde, Salut, salut. Yo, comment on salut. va? On va faire les petites Ah bah présentations. écoute, Excusez-moi, je vous ai coupé. ça va? Ça va nickel? Ça va, ça Bien, va. bien, En nickel. direct d'où Ouais. ici? Vous êtes où? Si vous pouvez le dire. Sud de la France, là, actuellement. Alors moi, j'ai jamais dit où j'habitais, mais je suis chez moi, tranquille. Voilà, espace économique européen. Voilà, Ok. pour être large. Voilà, donc pour vous faire les présentations, Crypto Gourmet, que vous connaissez sans doute sous le nom de Ponzi, c'est un OG de la crypto français que j'ai eu très rarement en émission, mais c'est un de mes meilleurs potes dans cet écosystème puisque c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, donc on va avoir beaucoup d'alpha, beaucoup de trucs intéressants, et l'infréquentable, c'est aussi un de mes meilleurs amis, et lui il m'a littéralement initié à la pratique des crypto-monnaies dès l'année 2016. Donc je voulais Voilà, juste quand on vous s'est faire un petit connus live à tranquille. Dublin, ensemble. Tout à fait. Et donc toi, tu es plus spécialisé, on va dire, sur les sujets DeFi et Ethereum, même si tu regardes un petit peu ce qui se fait à côté. Et toi, Gourmet, tu touches à tout, pour le coup. Ouais, mais bon, maintenant, avec le temps, je touche surtout au chart, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire Très bien. que c'est vrai qu'au début, je m'étais plus intéressé au fonda, mais en fait, au plus le temps passe, au moins je m'y intéresse. Ah ouais, c'est carrément ça, le Ouais, au plus le temps passe, ouais. Tu vois, au plus, présente un petit en peu. fait, au plus le temps passe, au plus, je suis vraiment full spéculation et je regarde de moins en moins le fonda, et du coup, c'est pour ça que c'est quand même c'est pour ça que je regarde pas mal de contenu, pour m'informer, quoi, sur tout ce qui est nouveaux projets, tout ça. Enfin, j'essaye en tout cas, Mhm. parce que j'ai plus vraiment le temps de dig comme on pouvait faire avant, quoi, comme on pouvait faire en 2017. Disons que le fonda, entre parenthèses, paie moins. Il faut plutôt aller Exactement. vraiment là où il y a l'argent, quoi. Ouais, ça dépend, quoi. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir pas mal de temps pour pouvoir vraiment, vraiment dig les projets, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, pour vous faire un petit résumé, l'infré, donc, qui m'a initié aux crypto-monnaies il y a un bon moment, qui m'a expliqué en fait littéralement Bitcoin, son fonctionnement, Ethereum, Monero. Et puis, je suis rentré un peu dans le vice des altcoins très rapidement. Et en fait, Ponzi, je l'ai connu, Gourmet, pardon, je l'ai connu en route courant 2017. Donc, à l'époque, on était un peu les seuls fondamentalistes, on va dire, des gens qui s'intéressaient beaucoup à la tech. Et en fait, dès qu'il y avait une innovation technologique intéressante, les gens avaient tendance vraiment à cracher leur argent. Je m'en souviens très bien, début 2017. On peut essayer peut-être faire CoinMarketCap 2017. Voilà, on peut prendre littéralement le top de 2017. C'est parfait, tu vois. Là, on a quoi au final? Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin. Et après, vous voyez, ça va être des forks avec de la privacy ou des blockchains de smart contracts qui étaient à l'époque innovantes, beaucoup plus rapides. Et c'était vraiment ça. C'était le sujet des Bitcoin killers et Ethereum killers, littéralement. Aujourd'hui, le sujet. T'as pas un snapshot de début 2017 même? Alors, si, je peux trouver ça. Regarde, début 2017 pour comparer. Début 2017, c'était pas très différent. Ah, c'était Ou même moi qui suis rentré en 2013, ça fait 12 ans, tu dois avoir des trucs de malade. Je pense que le top 10, on reconnaît rien du tout. Il n'y avait même pas Ethereum. Attendez, donc là, c'est fin 2017. Et ça, c'est début 2017. Où on voit encore Factom, putain. Factom. Ouais, il y avait encore Et Factom. Nem. Il y avait Augur. Il y avait Augur Nem, dans Ouais, le top. c'était du Saga. Prediction Market, Augur d'ailleurs, non? Ouais, Augur, c'était Prediction Market, ouais, c'était ça. Voilà, donc vous voyez, c'était quasiment que des forks de Bitcoin et des compétiteurs d'Ethereum à chaque fois, avec d'autres trucs qui avaient moins de sens. J'avoue que là, tu vois, dès qu'on rentre en dessous du top 30, déjà, il y en a plein que je connais pas, et c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de sens pour moi. Et quand on regarde par contre fin 2017, juste par curiosité, ouais, c'est ça, c'est que des Ethereum killers, il y a que ça en fait. Que ça, que ça, que ça. Et c'est un narratif infra qui a fonctionné pendant très très longtemps, puisque on s'envoyait encore des messages en 2020 pour parler de Phantom, Solana, etc. Et au final, ils sont quasiment tous partis à la cave, à l'exception de Solana. Et on regarde aujourd'hui, voilà, Solana, il est top 6. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui prend de la place? C'est quand même des blockchains de smart contracts, on va pas se mentir. Mais il y a du meme coin, il y a des tokens wrappés. J'allais te dire, Dogecoin, toujours top 10. Hein. Ouais, tout à Ou fait. quasi. Et de la DeFi. Dogecoin, toujours top 10, ouais. Mais ouais, il y a du stablecoin, il y a des tokens wrappés, des tokens d'exchange. En fait, c'est ça. Tu as des tokens d'exchange et tu as de la DeFi. C'est ça qui a pris beaucoup de place, en plus de l'infra. Et je pense que Next, ça va justement être on va dire, des néo-projets DeFi. Tu vois, dans ce jeu-là, je mets PumpFun, où il y a du revenu. PumpFun, c'est quoi au final? C'est une plateforme pour lancer des tokens, pour trader des tokens, et puis c'est tout en fait. J'allais dire pour streamer, mais bon, PumpFun aujourd'hui, c'est pas vraiment la fonction stream qui fait loi.
Du coup, messieurs, est-ce que vous avez vu un peu, forcément, on est obligé d'en parler, hein, Aster. Ouais, Aster, ouais. Donc le prix, Ouais, le c'est prix évident le. sur BingX, hein, si jamais. Ouais, il faut aller directement sur Asterdex, je Ouais. pense. Tu vas sur Asterdex. Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Moi, honnêtement, je connaissais pas du tout. Genre, Ah vraiment, ouais, pas du tout. j'ai Ça- appris ça. Non, je Moi qui ne connaissais pas connais du tout. pas, ça ressemble Je quand suis même tombé bien à dessus. Hyperliquid. Hein. Ah bah oui, hein, dans l'idée, c'est. Bah, c'est une réponse, L'interface, quoi. c'est une réponse de CZ, quoi. Alors, C'est une réponse de CZ. un peu, ouais. Alors attends, je sais plus Ouais. pour le ticker, je sais plus où il faut aller exactement pour voir. Je te l'envoie dans le chat si tu Ok, veux, dans le c'est chat bon. privé. Alors, ce qu'il y a de fou, pourquoi on va parler d'Aster? Alors, plusieurs choses. Il est en spot. Ouais, et j'étais pas sur spot, du coup, le champ de recherche me met pas sur spot. Ah oui, parce qu'il y a deux interfaces. T'as V1, t'as une interface classique, je crois. Ouais, c'est ça, t'as pas V1 dans l'URL. Alors moi, je connaissais, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, bon, sur Coin Academy, j'avais fait un article Club War, où en fait, on essayait d'identifier un peu les concurrents d'Hyperliquid. Et bah, du coup, il y avait Aster dedans, mais c'était pas celui qui avait retenu le plus mon attention. Par contre, plus récemment, je vais essayer de retrouver ce tableau. Plus récemment, en fait, on m'a proposé de bosser avec Asterdex et ça risque de se faire. Et je vous leak un petit peu l'information, mais en gros, on devait le faire avant le TGE. On devait parler d'airdrop, etc. Et en fait, ils se sont dépêchés rapidement d'annoncer un jeton, etc. Et en fait, ce qu'il y a de particulièrement violent, c'est que tu avais un token qui s'appelait APX, qui était déjà un produit DeFi avant, que tu pouvais acheter depuis ultra longtemps. Oh, et le en chat. fait, ils ont annoncé le 10 septembre que tu peux échanger un APX contre un Aster jusqu'à la fin septembre. Donc en fait, ceux qui avaient vu ça, et j'en ai pas fait partie, hein, je vais être très, très honnête avec vous, vous auriez pu, Ah, ils ont dû se mettre bien, vous ouais. auriez pu rentrer à moins de 10 centimes l'unité. Voilà. Mais c'était listé sur Binance, cette merde? C'était listé un Non, peu même pas. on-chain, quoi. C'était listé sur Amixé, sur Gate, sur CoinEx, c'était même pas Sur sur Binance. Pancake, en fait. surtout. Par contre, ouais, c'était on-chain, quoi. Ouais. Et ils l'ont annoncé. Alors moi, je t'avoue, parce que de ce que je comprends, Asterdex, c'est un mélange de APX et un autre protocole qui donne en fait cet exchange qui est la base à un exchange de dérivés, mais qui commence à proposer des marchés spot aussi petit à petit via un autre produit qui s'appelle. C'est un espèce de pump fund de l'écosystème BNB. J'ai plus le nom sous la main, bon, c'est pas grave. Donc petit à petit, ouais, ils commencent à copier ce que fait Hyperliquid, mais eux, leur proposition de valeur, justement, c'est d'avoir les dark pools, c'est-à-dire que tu peux éviter d'avoir de la Cacher tes transparence, ordres. voilà, cacher tes ordres. Ouais. Ah, mais c'est pas mal, hein. Ouais. Dans l'idée, c'est pas mal. Moi, C'est une bonne, j'ai vu, c'est une bonne feature. j'ai vu beaucoup de gens leur cracher dessus parce que Crime Season, Sizi, t'as capté. Moi, je pense que Sizi, il va pas laisser le truc juste sortir et puis fin du game. Il va probablement en parler un petit peu plus longtemps. C'est ça qui va être intéressant. De toute façon, ils vont être dans une. Je vous le dis, nous, on va très probablement bosser avec un peu. Ils vont être dans une campagne d'acquisition massive. Et quand tu as le soutien de EasyLab, donc le fonds de Binance, et qu'en plus de ça, voilà, tu as Binance, tu as Sizi, etc., forcément, ça donne une force de frappe, quoi. Donc là, Ah ouais, non, c'est clair. là, comme dit, le vrai prix, c'est 70 centimes. C'est pas 1,22 $. Donc 70 centimes avec 8 milliards de tokens. Cette fois-ci, 56, on est à un peu moins de 6 milliards de FDV actuellement. Il n'y a que ça comme avantage par rapport à Hyperliquid, c'est les dark pools? Bah, c'est principalement ça. Et le deuxième avantage, c'est les leviers x 1000. Ah oui, d'accord. Ah, il y a un levier x 1000 maximum? x 1001, ouais, ils appellent ça le dégène. Putain, ça va être un carnage, ce genre de truc. Ah, message intéressant dans le chat. Du coup, tu as des pistes pour commencer dans les cryptos? Bah écoute, moi je peux naturellement te dire d'aller voir déjà nos formations gratuites sur Coin Academy, où tu peux lire un petit peu au sujet de Bitcoin, débuter en crypto. Donc c'est des formations pas à pas où on t'explique tout, hein. Ce que c'est Bitcoin, ce que c'est la blockchain, comment l'utiliser, quel en est l'intérêt, etc. Et du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que très généralement, les gens se disent quoi? Se disent, vas-y, les cryptos, c'est trop tard, ou c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop tard. Forcément, ton entrée, elle est moins optimisée qu'à l'époque, mais c'est comme te dire, se mettre en bourse, c'est trop tard, ou acheter de l'or, c'est trop tard. C'est pas un marché qui va disparaître. C'est juste que les opportunités, elles changent constamment. Et donc, moi, je t'invite vraiment à t'intéresser à Bitcoin et puis commencer par Bitcoin, commencer par investir par Bitcoin en t'enlevant ce biais, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, de se dire, vas-y, il est trop cher, jamais je ferai x2 avec Bitcoin, etc. Parce qu'on se le disait à 40 000 $, on se le disait à 10 000 $, et puis tu vois, au final, on est à 120 000 $. Et... Vous êtes d'accord ou pas sur ça?
Ouais, alors après, bon, il y a pas que enfin, après, moi, je dirais Bitcoin, Ether aussi, tu vois? Ouais, bah, bien sûr. Après, tu vois, J'ai moi, dit j'ai j mis toutes mes billes Mais dans Ether sur et j'ai sous-performé Bitcoin. j'allais dire pareil, le x2 tu peux oui, l'avoir, par contre les fois 100, moi j'y crois plus. Enfin, devenir riche à partir de rien avec Bitcoin, c'est pas possible, faut arrêter. Voilà le Ouais, non, mais ça ah, fait c'est plus longtemps. possible, c'est plus possible. Ça fait longtemps qu'il faut sortir, ça de l'idée, mais l'idée, c'est de gagner Enfin, de l'argent. oui, oui, après tout dépend évidemment, tout dépend de ton capital. Moi, je sais que si je devais recommencer avec un petit capital, pour pouvoir grossir, bah, quand même un minimum, j'irais pas sur Bitcoin, quoi. J'irais pas sur un actif qui peut faire, je sais pas, je le vois pas faire, à partir du prix actuel, en tout cas au moment où on se situe, par rapport au cycle entre parenthèses, je suis Ouais, pas super fan des on théories pourra de en pareil. cycle et parler de ça cetera. aussi, ouais. Mais Ouais, mais je suis pas sûr, tu vois, si j'arrive maintenant, avec un petit capital, j j'irai pas spéculer, sur pareil. Bitcoin, quoi. J'irai faire, chercher à extraire de la value sur des trucs beaucoup plus risqués, Ouais, alors, moi, beaucoup plus justement, risqués. je vais mettre un petit peu de changement dans ce discours-là. En fait, j'étais, longtemps en mode full altcoin, aller dans des capitalisations de plus en plus basses Mmh possibles. Moi, je te dis, si tu as, par exemple, un budget de 1000, tu en mets au moins un tiers sur Bitcoin et Ethereum. Voilà. Soit ce que sur Oui, Bitcoin oui, ou mais sur Bitcoin et Ethereum. après c'est sans pour autant aller vraiment sur des, giga shitcoins, tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux au moins te cantonner au top 10, tu vois ce que je tu vois? Ouais, mais le truc, c'est que pour moi, justement, il faut que psychologiquement, parce que, en fait, si tu veux, pour dire, toi, tu mets ta vie dedans. Moi, c'est pareil, un frais, c'est pareil. Donc, il y a un facteur chance qui fait que tu sais pas à quel moment tu vas rentrer. Ça se trouve, on est en top local de marché, etc. Donc, le truc, c'est qu'avec un Bitcoin, tu vas pas te prendre un moins 70% en un rien de temps sur ton Bitcoin. Donc, Ouais. le problème, c'est que si tu arrives en mode full altcoin et que tu arrives au mauvais moment et que tu te prends justement la descente aux enfers, tout ce que tu vas retenir de ce marché, c'est que tu t'es fait enculer et tu vas plus jamais y mettre les pieds. Non, mais bien sûr, il y a une question de timing, évidemment. Mais de toute façon, c'est une des choses les plus Ouais. importantes. Et le truc, c'est que le timing, il est impossible. Moi, qu'on soit clair, j'ai démarré dans les cryptos avec un timing absolument exceptionnel. Et je me serais gratté le cul, j'aurais fait à peu près la grave. même chose, tu vois. Mais on a tous la même maladie, donc ça me rassure. Après, j'en ai fait mon métier, j'ai fait des rencontres extraordinaires, etc. Donc il n'y a absolument aucun regret. Mais quelqu'un qui arrive fin 2017 ou qui arrive mi-2022, il se fait découper. Donc moi, je suis vraiment d'avis où en fait, tu as une bonne proportion de ton folio, comme tu dis, en fait, BTC Ether et à la limite x10. Donc une bonne proportion, c'est potentiellement la moitié de ton budget. Et après, tu as un budget pour faire joujou. Parce que tu as besoin, en fait, tu as besoin aussi, je pense, si tu as envie de rentrer dans cet écosystème à faire le couillon dans les altcoins, tu as besoin de faire joujou, tu as besoin de faire des achats-ventes contre du stablecoin, de te sentir trader, de te sentir investi. Après, Alors là, pour le voilà, coup, tu as des je gens vais pas partager votre qui... avis. Ok, C'est-à-dire, bah, je te laisse me couper. les trucs BTC, ETH, ça va pas du tout m'exciter, en fait. Il faut que j'ai le truc, il faut que je voie le prix, qu'il fasse moins 10, plus 10 par jour. Voilà, ça. Acheter du BNB, du quoi que le BNB, en fait, au final, quand tu regardes le chart, Bah, le BNB, ouais, c'est grotesque. Hein. ouais, ouais, c'est vrai. Je regarde le chart, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi TRX. Tu regardes le chart, il est incroyable. Des trucs, tu vois, on n'imagine pas, mais Ouais, ouais, bah, et en fait, sinon, BTC ETH, c'est les moi, revenus. Hein. ça m'excite pas. J'ai pas acheté de Bitcoin depuis des années. Hein. Et de l'ETH, quand j'en ai, c'est quand je farm. Ah oui, ça aussi, moi, je fais beaucoup de farming. C'est quand je farm sur des poules de liquidité. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc que tu fais parce que tu es à l'aise, que tu as de la size, mais c'est surtout que tu maîtrises toute la complexité de l'opération. C'est difficile pour quelqu'un de rentrer par cette porte-là, je pense. Ah oui, faut bien comprendre ce que c'est qu'une poule de liquidité. Je m'en souviens pour DeFi Summer. Tu sais, tous ces trucs, comment ça s'appelait bah, ouais, Kimchi? Kimchi, Yam, tous les forks de sushi, en fait. Tous ces trucs-là Ouais, qui te montraient des APY à des millions de pourcents, ça n'avait aucun sens. Et les gens pensaient qu'ils pouvaient faire 1 million de pourcents, mais en fait, ils se rendaient pas compte qu'ils étaient ce qu'on appelle des poules 2. Et sur des poules 2, bah, tu avais du LP contre le shitcoin, contre du Kimchi, contre du Yam, etc. Et donc, si le shitcoin il est à zéro, et il allait aller à zéro de toute façon, et ben en fait, ton TMP token va aller vouloir valoir zéro. hmm. Et ça, c'est Mais des mécaniques quasiment mathématiques, techniques, qu'il faut comprendre pour aller hmm. là-dedans. Quoi. Mais voilà, moi, c'est pour ça que dans mon discours, je te dis, en fait, il faut toujours avoir un peu de diversification. C'est-à-dire, pour moi, vraiment, BTC ETH, voilà, fais une partie de ton folio. On peut dire aussi Sol Hyperliquid, franchement, sans problème. Moi, j'aime On peut beaucoup le dire, ouais, quatuor, tu vois. facile. BTC ETH Sol Hyperliquid.
Précis. Et Après, ce que je après, fais moi tu... beaucoup, ce que vous faites pas, c'est que je fais beaucoup de stable farming. Mais tu arrives à Alors après, par contre, Avec ça, c'est pas de la diversification par contre. Ça, il faut le préciser, que c'est que le marché crypto, il est quand même très, très Ah oui. corrélé et que tu aies du Bitcoin, Ethereum, Sol, Hyperliquid et cetera. En général, quand il y a tout qui décroche, il y a tout qui décroche. Mmh. Donc le truc, c'est que tu es pas diversifié. Ce que tu fais, c'est que tu fais l'équivalent du stock picking, tu fais du crypto picking. Tu te construis un portefeuille crypto, alors mais c'est pas tu fais voilà du crypto picking, mais tu fais pas de la diversification parce que la diversification, c'est, c'est faire de la gestion du risque et le problème, c'est que quand tu te diversifies en crypto, eh ben, en fait, tu réduis pas ton risque parce que à cause de la Ouais, tout à fait, corrélation. ouais. Oui, du point de vue À cause de la investisseur corrélation. global, je suis d'accord avec Ouais, toi. Mais du point de vue crypto, c'est en fait, encore une fois, moi, ce que je veux, c'est que psychologiquement, ce soit une aventure pour eux, où en gros, ils se disent avec BTC Ether, même si tu as des moments où tu prends des gros coups de chaud, comme ça a été le cas avec Ether cette année, hein, littéralement, hein, ça a été un gros coup de chaud. Moi, j'ai un collègue, il a tenu ses Ethers jusqu'à l'ancien top, il en a recraché un gros morceau en dessous des 2000 parce que ça l'a épuisé, tu vois. Et là, il a vu le truc partir et ça l'a encore plus dégoûté, tu vois. Alors qu'il aurait juste dû se gratter les fesses. Mais bon, c'est toujours plus facile après coup, hein. Donc voilà, tu sais que BTC Ether, historiquement en tout cas, tôt ou tard, ça finit par se reprendre. Pour le reste, c'est une toute autre histoire. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il faut une partie en BTC Ether et après le reste, c'est vraiment pour faire joujou de manière active. Ensuite, donc, on m'a posé une question, du coup, est-ce que tu penses que je peux attendre que ça descende et après j'investis? Le sujet, c'est que, en fait, tu peux pas vraiment savoir combien de temps ça va descendre. Tu peux optimiser un peu ton entrée, mais je vais te mettre en situation. Moi, j'ai un pote, il a vu Bitcoin monter à quasiment 100 000, et puis il s'est dit, ça descend à 60 000, je rentre. On n'est pas descendu à 60 000, il n'est pas rentré. Et maintenant, on est à 117 000. Tu vois. Et le truc, c'est que tu peux te dire, bah, si on est monté à 125 000, à chaque fois, il prend des moins 70%, et bah, moi, j'attends le prochain moins 70% et je rentre. Bah, ça, c'est optimal. Mais le truc, c'est que potentiellement, tu vas jamais rentrer. Voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est que plutôt qu'essayer d'optimiser ton entrée, te dire, j'ai un gros budget pour rentrer, et bah, rentre avec pas beaucoup pour démarrer. C'est-à-dire, fais joujou, je sais pas quel est ton budget, tu vois, mais fais joujou avec 100 balles ou 200 balles ou 500 balles et tu commences tranquille et tu en prends soin comme si c'était tout ton fric en fait. Parce que le but c'est de très tôt prendre les bonnes habitudes et pas te dire oh bah de toute façon c'est 500 balles donc je vais faire de la merde avec et c'est perdu parce que le problème c'est que cette habitude tu vas continuer de la maintenir et tu vas continuer de faire de la merde. Donc il faut que tu te dises bon bah voilà si je démarre avec tant, mon objectif c'est d'être plus haut et pas forcément le plus vite possible mais d'apprendre à être toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et pas rendre au marché. C'est-à-dire quand tu es suffisamment bien, eh ben, tu peux sécuriser en stablecoin ou en euros si tu veux te payer, mais au moins en stablecoin. Et cette notion de stablecoin, bah, c'est ça, c'est Tether, USDC, etc. C'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont indexées sur le dollar. Du coup, j'ai bien monopolisé la parole sur ça. Est-ce que tu t'intéresses un peu, Ponzi, d'abord, à tous ces protocoles qui génèrent des revenus, que ce soit les stablecoins, Ethena, Pump, ouais. etc. Bah, moi, la majorité de mon bac, c'est ça, c'est Hyperliquid, Ethena et Pump Fun. Voilà, tu vois? C'est, les trois grosses lignes dans mon portefeuille, c'est ça. Ok. Donc après, dans le je peux pas te dire que, par exemple, Pump Fun, j'utilise pas le produit. Hyperliquid, j'utilise le produit. Quoique Pump Fun, j'ai un peu utilisé, mais c'était en 2024, il me Ouais. semble. Mais sinon, après, j'ai pas vu, ce qui s'est passé dessus. J'ai vu que c'était un gros délire avec les streams, tout ça, enfin, mais le narratif sur Pump Fun, c'est que c'est un coin, pour moi, c'est un coin retail, tu vois? C'est Ouais. c'est le bon coin retail et bon et ça, plus la chart, bah, je veux dire, j'ai sizé dessus, quoi. Alors, En termes de réflexion, la réflexion, elle a été très rapide. pour que vous ayez toutes les infos, je suis en train de préparer une vidéo sur PumpFun. J'ai fait une analyse fondamentale qui est sortie tout à l'heure sur Coin Academy. On va rappeler rapidement ce que c'est PumpFun et on va totalement sortir du oh là là, c'est un casino, c'est une arnaque, etc. et juste prendre les informations factuelles telles qu'elles sont. Je peux m'ouvrir la bonne page et pas classer URL. Bon, c'est pas grave, corriger URL pour pas que je l'oublie. En gros, PumpFun, c'est une plateforme qui sert à créer des crypto-monnaies. En plus, depuis peu, visiblement, vous pouvez créer gratuitement une nouvelle crypto-monnaie. Quand vous vous adressez à la documentation, bah, on vous dit littéralement, c'est une dinguerie, j'ai fait que des conneries dans mes copy pump. J'ai voulu m'empresser de sortir ça vite. Voilà, vous voyez, créer un coin, ça coûte 0.
Donc après, si vous voulez bien sûr racheter de votre coin, bah, ça va coûter de l'argent. Et puis les gens, s'ils veulent acheter de votre coin, ça va coûter de l'argent. Mais en gros, c'est une grosse cash machine. Si vous voulez, il y a tout un délire de gens qui créent constamment des nouveaux tokens. Alors, je vais pas montrer les tokens qui se créent parce que le risque, c'est qu'il se passe une dinguerie, que je me fasse bannir ma chaîne Twitch, mais je vais me mettre juste sur la partie live stream. Parce que pour lancer un live stream, il faut lancer un token. En gros, il y a plein de gens qui créent des nouveaux tokens. Des tokens qui ne servent littéralement à rien, mais avec un marketing décalé. Par exemple, la streamer, ça va être un token, vous l'achetez. Quand vous l'achetez, vous devez payer un frais pour pouvoir l'acheter. Ces frais sont collectés par le créateur et le créateur va arroser plein de streamers sur Twitch. Il y a d'autres tokens qui vont servir à, je sais pas, pousser les gens à faire des actions un petit peu comme sur OnlyFans ou financer des délires, pousser quelqu'un à quitter son job, pousser quelqu'un à faire autre chose, etc. Donc c'est un mélange un peu de casino finalement et de marketing décalé de jetons. Comment ils modèrent ça maintenant, là? Ils modèrent pas. Parce que non, mais fin Et- 2024, on se souvient pas qu'il y avait une aussi, quand ils avaient lancé les live streams sur la toute première version, c'est parti en mode, je vais pas dire les Ouais, mots mais parce que c'est voilà. parti en couille. Non, mais en gros, ils Ouais. ont une charte d'utilisation. Si ça pue, de toute façon, il n'y a pas 15 000 streams, donc ils vont rapidement les dégager, tu vois. Mais tu te rappelles, Mais il y a quand même un peu de Il y a modération. un peu de hein. modération, Ah, mais parce que c'est vous- très, très, très à la zob. vous vous rappelez ce qui s'est passé Parce que l'année en dernière, 2024 l'année dernière, c'était ouais, parti en couille grave. quand même. Mais Ouais, cette année l'année- aussi, hein, ouais. les trucs néo-nazis et compagnie, comme d'hab, t'as toujours des trucs de fou. Mais c'est quand même très à la zob, c'est-à-dire que les gens qui veulent extract à mort, ils vont laisser. T'as personne qui a vu son truc sauter parce qu'il a extract à la mort. Parce que c'est le principe finalement. Et donc ouais, pour revenir à PumpFun, en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on a un protocole où lancer son token, c'est gratuit, pour pousser les gens à lancer des tokens. Donc il y a plein de gens qui lancent des tokens à la con. Dès qu'il y a un nouveau mème qui sort sur TikTok ou machin, hop, ils lancent un token. Potentiellement, les gens, parce qu'ils se sentent représentés par le mème, ils vont l'acheter. Ça peut prendre des capitalisations qui augmentent excessivement rapidement. Le président a lancé son token via PumpFun, il me semble. Hein. Le président argentin, pareil. Quand je parle du président, je parle de Trump, bien entendu. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils font des revenus absolument dingues. Donc, pour voir les revenus, c'est simple, vous allez sur DeFi Llama. Ils font comment, ils prennent sur Hop. les swaps? Ouais, je vais vous montrer en détail ce qu'il en est. Un revenu, on va se mettre en weekly. Voilà. En revenu annualisé, ils font quasiment 800 millions de dollars. 800 millions de dollars, quand même assez violent. Et après, Oh. pour ce qui est de la politique de frais, la voici. Donc, créer un token, c'est gratuit. Ensuite, quand tu lances ton token, ça démarre avec le système de bonding curve, où en fait, tu as énormément de volatilité au début, et puis plus on augmente en capitalisation, et plus la volatilité, elle baisse. Donc, tu payes à peu près 1,25% de frais à l'achat et à la vente, de ce que je comprends. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de microtransactions constantes tout le temps. Et dès que ton token a une certaine capitalisation, et ben, tu changes de modèle et tu es listé directement sur le DEX de PumpFun qui s'appelle PumpSwap. Avant, ce qu'il faisait, c'est que il listait sur Radium, mais le truc, c'est que lister un token sur Radium, ça coûtait 6 Solana. Donc maintenant, pour pas se faire découper par Radium, ils listent directement sur leur DEX AMM à eux. Ce qui est une bonne chose. Ok, on m'a repris. Trump, il a lancé sur Meteora son token. Voilà, donc du coup, ils mangent à l'entrée et à la sortie. Ils font énormément de revenus. Et depuis un certain temps, bah, ce qui se passe, c'est que, en fait, quand tu tapes tokenomics, t'as rien. T'as littéralement rien, en fait. T'as que des sites avec la moitié des infos qui sont générées par IA, mais t'as rien. Et franchement, j'ai passé l'après-midi dessus. Et tout le monde invente, mais la finalité, c'est que tu n'as quasiment aucune utilité, si ce n'est qu'on va te promettre plus tard des décisions de gouvernance et l'accès à des giveaways. Tu vois, ils te disent « Participate in giveaway from PumpFun Protocol ». Donc vraiment, tout est soumis à interprétation et c'est le but. Tu as une partie du supply qui a été débloquée à la suite de l'ICO et pour les exchanges, etc., pour avoir la liquidité. Le reste du supply sera débloqué en juillet 2027, que ce soit pour la team et pour les investisseurs existants, donc les gens qui ont investi avant l'ICO. Et tu as une autre partie qui pourrait servir à un airdrop, donc c'est ce qu'on voit dans Community Ecosystem Initiative, dont 3% qui va être au streamer PumpFun. Donc pour faire les maths, il y a 1000 milliards de tokens. 3% de tokens, ça fait 30 milliards de tokens. Au cours actuel, j'ai fait le calcul, ça fait 240 millions de dollars. Ça veut dire que là, potentiellement, les streamers sur PumpFun vont se partager 240 millions de dollars. Donc forcément, ils sont comme des fous. Ils demandent qu'une chose, c'est d'avoir leur petit token. Et on a le prix auquel ça a été acheté en ICO? C'est 4 milliards de FDV. Donc on est en x2 là. Ouais, ça va encore. On n'a pas d'infos par contre sur combien ça a été acheté avant.
Ouais. Ah ouais, donc il y a pas voilà, il y a pas l'info avant. Non. OK. Non. Donc on sait juste que l'équipe pour le moment elle est bloquée pendant 1 an et qu'après je crois elle prend 25% des tokens d'un coup sec, puis après tu as un linear vesting sur 3 ans. Voilà. Donc ce qu'il y a, voilà, je pars dans tous les sens. Ce que je voulais vous montrer, pardon, c'est les buybacks. Une vidéo un petit peu plus. Voilà. Quand tu vas sur cette page, tu peux voir que déjà 7% du supply a été racheté. Donc après, les jetons rachetés, on ne sait même pas ce qu'ils vont en faire. Pour le moment, au début, moi, on m'avait dit en off, il ferait 20% des revenus pour buyback. Ensuite, par le biais de journaux comme Blockworks, ça a parlé de 25%. Et en fait, très rapidement après la sortie, 100% des revenus servent à buyback. Et on peut le voir littéralement parce qu'ils ont fait un tableau tout propre. On peut voir que tous les jours, tu as 100% des revenus qui servent à buyback. Alors, de temps en temps, tu as un petit 76% au lieu de 100 qui se perd. Mais voilà. Et on peut voir le montant. Donc, on peut voir des millions et des millions de dollars tous les jours qui servent à racheter le token. Ils ont quasiment la même force de buyback qu'Hyperliquid. Par contre, ils sont beaucoup moins capitalisés qu'Hyperliquid. Ils sont à 8 milliards de FDV, Hyperliquid, ils sont à 58 milliards, je crois. Ouais, donc potentiellement, il y a quand même un peu plus d'upside sur Pump Fund. Même si après, tu peux pas vraiment comparer les deux. Ouais, c'est clair. En termes de... C'est pas Mais pareil. même si du jour au lendemain, si je comprends bien, Pump Fund, ils peuvent décider de plus mettre 100% du buyback dedans. Voilà. C'est écrit noir sur blanc, littéralement. PumpFund prévoit actuellement d'utiliser la quasi-totalité des revenus nets pour des investissements stratégiques, peut modifier ou interrompre ses plans à tout moment. Le jeton Pump ne représente pas un droit au revenu ou à toute autre distribution. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est qu'ils te mettent des vieilles phrases, mais tu vois, ils se prennent pas la tête sur la partie compliant. On vous laisse une petite phrase et basta. Et d'ailleurs, c'est basé où? Aucune idée. On sait ça? J'ai demandé. Ouais, on sait pas. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo un petit peu plus propre sur le sujet, mais au moins, vous avez les éléments. Donc, après, tu disais, tu as Ethena dans... Ouais, je crois que c'est dans mes bagues, c'est le troisième projet qui rapporte le plus en revenus actuellement. Ah, ils font pas mal de revenus, ouais. Mais Ethena, je sais pas s'ils ont commencé à... Le free switch va arriver. Ils ont commencé à faire du buyback. Le free switch va arriver. Par contre, il y a déjà un buyback via une trésorerie d'entreprise. En gros, tu as une entreprise qui s'appelle Stablecoin X qui a indiqué qu'ils avaient, je crois, des centaines de millions de dollars prêts à l'achat, 530 millions, et ils cherchent 880 millions. Et en gros, si le token passe en dessous des 70 centimes de dollars, ils achètent 10 millions de tokens par jour, 10 millions de dollars de tokens par jour. Et si on est au-dessus des 70 centimes de dollars, ils achètent 5 millions de dollars de tokens par jour pour essayer d'avoir un soft floor à 70 centimes de dollars. Donc ça, c'est uniquement via la trésorerie Stablecoin X. Après, pour ce qui est du free switch, etc., je crois que c'est en dernière ligne droite, mais c'est pas encore acté. Il me semble que ça va arriver dans peu de temps. Ouais. Pour ça, n'hésitez pas à regarder les frères. Je fais un big up. Oak Research ouvre bien Ethena, ils bossent avec eux, je crois. Vous allez voir les analyses. Ethena, étude approfondie de l'écosystème et partenaires. C'est expliqué, ils font du bon boulot. Ça fait plaisir de parler des frères. Moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qu'il en est parce qu'ils ont deux stablecoins Ethena. Ils ont le stablecoin synthétique, l'USDE, et après, ils ont l'USDTB qui est backé par des bills. Et comme ça, en fait, pour pas se retrouver dans une position Luna, si jamais ça dévisse un petit peu sur la partie synthétique, ils peuvent toujours backer par l'autre stablecoin, en fait. Ouais, mais la market cap n'a rien à voir. Ah bah, et puis le sous-jacent n'a rien à voir non plus avec Luna, si c'est là où tu voulais en venir. Non, je veux dire la market cap entre les deux, entre leurs deux stablecoins. Mais à quasiment 14 milliards sur le synthétique. Oui, aussi la market cap de Luna, comment ça s'appelait, USD, je sais plus comment, UST. Ouais, elle était dingue. Elle était à 25, je crois. Ah bah, tu peux aller voir, ça doit être USTC maintenant pour voir. Ouais, USTC. Ouais, c'était dingue. On était à 18,7 milliards. Ah, ok. C'est juste la capitalisation du Luna qui était à 40, je crois. C'est chart. Ah, la charte est folle, hein. Putain, j'ai jamais autant perdu d'argent que cette fois. Quelle dinguerie quand même. Tu regardes ça maintenant, putain. Qu'est-ce que j'en ai perdu du fric à ce moment-là. Désolé, Picsou, ils vont venir te casser les pieds avec Aster. On en a parlé un petit peu, j'ai dit qu'on allait bosser avec eux. Ils m'ont posé la question, et Picsou, il va bosser avec Aster. J'ai dit non. J'ai défendu le frère. J'ai dit c'est Coin Academy, c'est moi, et Picsou, il est toujours fidèle au poste. Hype. Après, il faut bien que vous compreniez qu'on est un média, on est plusieurs employés, on a des idéaux différents, et on essaie de couvrir avec tout le monde. On est marié avec personne. Tu peux retourner sur voilà, c'est la page que tu as vue juste avant avec le classement de ce qui rapporte en revenus. Voilà, parce qu'on a parlé avec Ethena, on a parlé stablecoin et on a aussi parlé buyback, tout ça. Et le top 5, moi je l'aime beaucoup, c'est Sky. Alors Sky, tu te dis, ça sort d'où ? Sky. Et en fait, Sky, vous connaissez MakerDAO avec le DAI. Ouais. C'est le nouveau nom, ouais. C'est ça. En fait, l'année dernière, ils ont fait une refonte. Alors MakerDAO, c'est peut-être le plus vieux protocole DeFi qui existe, parce que lancé en 2014.
Alors moi qui était là en 2014, je peux vous dire que j'ai jamais entendu parler de Ah ouais, MakerDAO c'est 2014, MakerDAO? Ah, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est vieux, hein. Je pense que c'est le premier protocole DeFi en fait, et il est encore là. Alors sous le nom de Sky. Donc l'année dernière, refonte du protocole parce qu'il fallait qu'il soit plus compliant et enfin les techs aussi ont évolué. Donc le DAI. D'ailleurs, le DAI, c'est même pas la première version du stablecoin. La première version du stablecoin a été renommée en SAI, mais ça date de 2017, je crois. Ok. Et donc le nouveau DAI maintenant, c'est USDS, donc USD Sky, qui marche super bien. Et en ce moment, ils sont donc il y a un truc de migration. En fait, le MKR, le Maker, il est migré pour le moment à 75% en Sky, mais ça risque en fait les retardataires, ils vont se prendre des pénalités au moment de la migration. Et le DAI, pour le migrer en USDS, et ben en fait il change d'incentive, tu vois, tu as 1% de moins, quelque chose comme ça pour sur le staking qu'ils enlèvent au DAI, comme ça les gens passent au USDS. Oui, maintenant ils peuvent, je crois que de mémoire, ils peuvent freeze les tokens, mais bon, Oui. ça n'a jamais été fait, mais c'est dans le code, voilà. Ben, en fait, il fallait qu'il soit compliant. D'ailleurs, la banque centrale a été corrompue, hein. Bah, je peux pas m'empêcher justement de parler de Maker et Sky sans parler de son cofondateur Michaley. Delete Shitcoin, ouais. Michaley, Delete Shitcoin, ouais, dont le dernier tweet est complètement dingue. Dingue. Alors, c'est delete_shitcoin. Ouais, je l'ai. Et en fait, il était retrouvé mort quelques heures après ce tweet. C'est-à-dire le même jour, quoi. Quelques heures après ce tweet, c'est complètement dingue. Bon, voilà. Le gars avait genre 30 ans et il poste ça et quelques heures plus tard, il meurt. Nikolai Munchian. Et donc, si tu compares, en fait, pourquoi je parle de Sky et pourquoi, du coup, j'ai un bag, de la même manière avec Ethena, Pump et Hyperliquid, c'est qu'ils ont des revenus, ils en ont même beaucoup, parce que pour un market cap de 1,8 milliard, un truc comme ça, ils font plus de 200 millions, 225 de mémoire, actuellement de revenus. Quand je dis de revenus, c'est pardon, pas de revenus, du coup, de earning, de profit par an, annualisé. Alors, réexplique tes données, là, j'ai un tableau de bord sous les yeux, que je vous affiche. Alors, en fait, je prends l'équivalent de ce que, dans le stock market, ce qu'on appelle le PE ratio. Tu vois ce que c'est? C'est le prix de l'action, ou alors par rapport à ce qu'une action rapporte en earnings. Okay. Alors tu peux aussi prendre le market cap et diviser par le earnings total. Donc le market cap actuellement c'est 1,8 milliard et le earnings là tu vois sur le tableau c'est 267 quasiment millions. Ah oui. Donc ça te fait un ratio de à peu près 7 entre le market cap, donc tu aurais un PI de 7. Alors sur Pump.fun, tout à l'heure, tu avais dit 700 et quelques millions, je crois. Ouais, 700 ou 800 millions annuels. Il y avait un ratio de 4, mais on va dire que, comme on a dit, Pump.fun, c'est un peu du retail, ça va dépendre du marché, etc. Alors que Sky, c'est vraiment un truc beaucoup plus sérieux quoi, par rapport à Pump.fun. Ouais. Et donc là, ce qu'ils font, ils l'ont divisé par 2 le buyback depuis quelques semaines. Ils mettent 100K par jour. Tu l'as où l'info là, 100K par jour donc là, tu as un truc buyback. Voilà, je crois que tu as un truc buyback quelque part. Buyback, ouais. Voilà, buyback. Et tu as pareil, tu as toutes les transactions si tu veux. Donc ça, c'est 100K par jour, donc avec des 2,5K toutes les quelques minutes. Quoi. Ouais. 30 minutes. Ouais, donc voilà. 50 fois par jour. Mais par contre, au niveau du token, il y a un swap entre Maker et Sky ou bien il y a un swap de 1 pour 24 000 parce qu'en fait le token Maker il coûtait plus de $1000 et tu sais très bien que les tokens qui sont avec les valeurs faciales en fait très très élevées, ça attire pas forcément les gens. Les gens ils vont se dire psychologiquement que c'est trop cher, etc. Et donc ils ont divisé l'unité par 24 000. Et jusqu'à quel bonheur ça. Et jusqu'à pardon. Quel bonheur cette narrative de buyback. Ouais, en effet, ouais. Et je pense que c'est Bolzi. On peut pas dire que j'ai tort. Bolzi qui a buyback absolument tous ses projets. Non mais je vois de qui vous parlez. Et merde, j'en étais. Ah putain. Merde, je parlais du Saint Sky. Du Saint Sky et du buyback, voilà. Jusqu'à août, je crois, il y buyback, il faisait 200K par jour, là 100K. Je pense que... Ah oui, c'est aussi un bon moyen pour farm. Si vous ne savez pas où mettre vos stablecoins et que vous voulez quelque chose de vraiment sûr,
Là, Faut aller le où? DAI, le DAI, le USDF, tu vas sur au lieu de info, tu mets app.sky.money. OK. Voilà. Soit tu l'as en mode accumulation, donc tu vas dans l'onglet reward. Ah Oh merde, là 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 là. bon, dommage. Ah bah là je suis cook du coup. Ouais, désolé sinon le stream il va trop. Ouais, ouais, ouais. Non, pas de problème. tant Ouais, tu pis. vas là et tu peux soit avoir le reward directement en USDF, ou soit alors tu peux farm du Sky ou du SPK. C'est le token de Spark qui a eu un lancement pas trop mal. T'as pas une courbe, une courbe qui va à la cave, quoi. Pour le moment, ça va. Et en fait, Spark, c'est quoi? C'est tout simplement le AV de Sky. Ouais, Spark, ça a fait une belle perf, dès le listing, hein. Là, c'est en train de corriger, Mm. c'est en train de revenir dans une super zone d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu Mais on n'est pas dans un schéma ouais, il y a où, eu un espèce où le truc, en ouais. fait, il est très haut, puis ça fait que descendre jusqu'à la cave à l'infini, quoi. Au sujet de Spark, on a une super vidéo d'Aigri sur Coin Academy. Me permet, il explique tout. Il explique super bien. Sky, ils Donc, bossent je vous aussi mets avec le lien en description. des institutionnels via leur sous-DAO Grove. Voilà. Et Ouais. sinon, le stablecoin est aussi backé par pas mal de real world assets. Tu vois, sur Info Sky Money, tu vois le chart de la répartition des. Quel forceur, Picsou, j'adore. Quel forceur. Du coup, ouais, Sky, du coup, t'as un bag, tu vois de J'ai un bag. l'upside. Ouais. Parce que déjà par rapport à, enfin c'est un truc sérieux, qui fait du cash en fait. Moi c'est ce qui Mhm. m'intéresse. C'est comme Picsou, Ponzi, t'en parlais tout à l'heure. Toi, ce qui t'intéresse, les trois grosses lignes, ça va être Ethena, Pumfun et Hyperliquid parce qu'ils font du cash. Moi voilà, je rajoute Sky. Le plus vieux Ouais, non, mais c'est le une vieux bonne chose. projet DeFi, Ouais. stablecoin, un truc super sérieux et qui fait du cash. Et Compound, ils font du cash aussi? Comment ça se Je passe? suis pas sûr. Je t'avouerai que ça fait un Ouais, moment le que je suis pas ticker allé de sur Spark, c'est Compound. Spark, hein. C'est Spark, ouais. Celui-là. Mais alors moi, question, Ouais. la team là, pourquoi acheter du Maker ou du Spark alors qu'Ethereum existe? Vraie question. Du Maker, du Sky, du coup. Ouais. Pourquoi j'ai à me brûler les ailes sur ces jetons-là alors qu'Ethereum existe? Parce qu'ils font du revenu. Parce que t'as un vrai, en fait, t'as un business model, quoi. Pourquoi tu irais acheter du Ethena ou Ouais, du Hyperliquid à la place d'Ethereum? Parce qu'ils font des buybacks d'enculés. Oui, Picsou mentionne AV. Oui, pareil. Pareil, en fait, pour Sky. Picsou mentionne AV. C'est vrai qu'AV, je crois que c'est dans le top 10, pareil, des projets qui font le plus de cash. Ouais, ils font du cash, ouais. Après, c'est une histoire de timing, tu vois. C'est comme par exemple, moi, Ethereum, j'en ai eu beaucoup pendant un moment. Là, après, tu compares la charte d'un actif contre un autre, et puis tu peux te rendre compte si ton SPK ou ton AV ou peu importe est sur le point de surperformer Ethereum. C'est à ces moments-là où c'est intéressant de faire le Donc switch, il de faire faut la balance. écouter Crypto Gourmet du coup pour Ouais. voir. Ce que je fais dans quasiment toutes mes vidéos, c'est que je regarde, à chaque fois que je fais des analyses d'altcoin, je regarde les performances de l'altcoin en question contre les plus gros performeurs du marché. Ok. Donc contre Bitcoin, contre Ethereum, etc. Bah écoute, merci pour ça. Je remets ta chaîne en description. Et c'est quoi ton signal qui va te dire là, c'est le moment de passer à l'autre? Tu regardes au niveau, déjà, ce que je veux voir, c'est de la structure haussière. Donc si tu as un actif qui commence à faire des plus hauts de plus en plus hauts, avec des plus bas de plus en plus hauts aussi. Et je regarde aussi ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles, par exemple. Moi, j'ai pas des outils de fou, en fait. Je reste assez simple. Mais de toute façon, tu le vois si tu le vois si tu en tendance baissière, si tu es dans une tendance baissière contre Ethereum, contre Bitcoin, c'est-à-dire que ton actif, ton SPK ou ton Ethena ou peu importe, il est en train de sous-performer. Donc ça ne sert à rien d'être dans un actif qui sous-performe les actifs les plus importants du marché. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, la diversification en crypto, elle n'existe pas. Ouais. Il vaut mieux être. Il y a des moments où il vaut mieux être 100% Bitcoin ou 100%. À la rigueur, tu vois, Bitcoin et puis les trucs qui surperforment là sur les derniers mois, par exemple Hyperliquid. Moi, je sais que à l'instant T, mon portefeuille, c'est beaucoup d'Hyperliquid, mais parce que Hyperliquid est dans une tendance où il surperforme le reste du marché. Donc je vais pas, j'ai pas envie d'être dispersé sur plein d'actifs comme je l'ai été il y a plusieurs années. Tu vois, il y a fut un temps où j'avais en portefeuille, j'avais 50 actifs, 60 actifs. Ça rime à rien en fait. Il y a beaucoup d'investisseurs en crypto, en fait, ils font ça en pensant que c'est de la diversification. Non, c'est pas de la diversification. Et c'est du mauvais crypto picking parce qu'au final, tu disperses complètement ta performance et tu vas sous-performer en fait. Et au final, ce que tu fais, c'est que tu collectionnes des cryptos comme si tu collectionnais des Pokémon.
Ouais, c'est Mais important ce que tu dis. tu fais pas Mm. tu fais pas de la peur. Tu vois, c'est tout. Et Il y en a beaucoup qui sont là et qui achètent absolument tous les projets et cetera, dans l'espoir d'avoir un truc qui va faire, x50 et qui va faire x50 ou x100, mais c'est pas super comme stratégie, quoi. voilà, et si jamais sur DeFi Llama, vous avez cette page holder revenue, vous pouvez voir quel holder profite le plus du succès du protocole, et vous avez Hyperliquid et Pump en premier. On voit Ouais, Pendle mais aussi, hein, mine de rien. alors là, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il faut prendre en compte le market cap total. C'est-à-dire, il faut prendre le PI ratio et pas seulement les earnings, quoi. Ouais. Et tu as des outils pour ça, pour ton PI? Je crois que, en fait, tu pouvais l'avoir avant sur DeFi Lama, mais je crois qu'ils l'ont passé en payant. Sur Token Ouais, Terminal, je tu l'as pense, aussi sur non? Token Terminal. Ok, on va essayer de voir ça ensemble. Sinon, tu peux le faire manuellement via DeFi Lama ou avec un script via leur API. Introducing the price earning ratio. Je rajoute un PI, pas me le mettre. Si vous arrivez à le trouver, je prends, sinon. Ou alors c'est ce qu'ils appellent le PS. Attends, je vais regarder aussi. Ah non, PS, ça va être juste les revenus du protocole et pas simplement les profits. En fait, c'est celui de quel protocole que tu cherches? Par exemple, Hyperliquid ou Sky, Ethena, peu importe. Il me semble que Hyperliquid, c'est pas sur. Ah non, ouais, je sais pas si je l'avais trouvé sur Token Terminal, le PI d'Hyperliquid, mais il me semble pas. En plus, je sais pas s'il faut pas un compte Ouais, ce payant que je pour t'ai avoir ce dit, genre de métrique. avant c'était dispo Ouais. sous DeFi Lama, mais je crois qu'ils l'ont passé en payant. Parce que par exemple, si je vais sur les metrics de AAV sur Token Terminal, ouais, je trouve pas. Ok, donc quand tu as un giga PI ratio, ça fait des belles Ah. petites poussées. Et ouais, si vous l'avez de manière plus générale, je prends. C'est vrai que je me suis jamais intéressé à cette métrique-là, plus que ça. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, le PI ratio. En gros, plus le PI ratio est faible, plus ton protocole fait du cash par rapport à sa valeur. Donc plus, entre guillemets, plus il est sous-évalué. Là, tout à l'heure, je crois de mémoire, on parlait de Sky, le PI, c'est à peu près 7, et Hyperliquid, ça va être à peu près, ou PumpFund, je sais plus, l'un des deux, ça va être 4. Ce qui sont des très bons PI. Et vous en pensez quoi, je change de sujet, vous en pensez quoi de ce narratif ETF et trésorerie d'entreprise? C'est une bombe à retardement ou c'est quelque chose qui va tenir dans le temps selon vous? Bah, le problème, enfin, disons que dans un marché haussier, c'est bien, quoi, parce que ça va rajouter de la pression acheteuse. Le truc, c'est que c'est des boîtes qui sont en train de FOMO, enfin, qui sont potentiellement en train de FOMO et qui potentiellement, à un moment donné, devront vendre, quoi. Donc, si tu veux, c'est toujours pareil, c'est que c'est des boîtes qui achètent, mais qui aussi, qui dit achète, elles peuvent vendre aussi, quoi. Mmh. Tu vois? Mmh. Donc, Mais Michael Saylor, il a dit il donc à un vendrait moment jamais, hein. Ouais, non mais... ouais, mais après, Michael. Après, il y a entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a une différence. Mais, le truc, c'est que, à la rigueur, que Sailor ne vende jamais, pourquoi pas? Je sais pas, hein, je sais pas exactement s'il peut ne jamais vendre. Mais après, toutes ces boîtes-là, et d'ailleurs, je crois que j'avais vu il y a pas longtemps, il me semble, hein, j'ai plus l'info, mais je crois qu'il y a une boîte qui avait acheté et qui avait très rapidement revendu aussi. Il me Alors semble, mais ça, je me rappelle plus. c'est la boîte, peut-être C'est pas Musk? qui a acheté des BNB, non? Je sais plus si c'était BNB Tu ou un une truc comme boîte ça. Mais qui s'est fait... En fait, parce qu'ils ont pris une petite boîte de cons aux US qui était cotée pour la pumper. Et après, le jeton, il est parti à la cave. Donc, ils se sont fait sortir du S&P et voilà, fin. Mais il n'y avait pas aussi Tesla qui avait je crois hold de moins d'un an? non, je crois que c'est une boîte qui avait acheté du Hype. Il me semble que c'est une boîte qui avait acheté du Hyperliquid et ça avait été vu on-chain, il me semble, hein, je dis peut-être une connerie, qu'ils avaient très rapidement revendu leur bag. Mais je suis plus du tout sûr. Il faudrait que je retrouve le tweet, mais je suis plus du tout sûr. Très bien. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre comme sujet, les potes? On va revenir un petit peu sur ce sujet des DEX, des concurrents d'Hyperliquid. Alors, disclaimer pour ceux qui nous écoutent, Hyperliquid, pour le moment, c'est un peu comme le Big Mac, hein, c'est souvent imité, difficilement égalé, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se passe à côté. Bah, de toute façon, en crypto, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, de toute façon, historiquement, c'est de suite, les gens essayent de prendre une part du gâteau. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas qu'en crypto, hein, mais il y a rien d'étonnant dans ce qui se passe, quoi. Voilà une liste non exhaustive de projets en fonction des écosystèmes. Et ouais, Aster qui pump, bullish pour la concurrente, mais en fait, Aster, c'est le bêta play Binance, hein. Tu remarques, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en parle peu parce que voilà, mais Binance, en ce moment, ils essaient vraiment de surfer tous les narratifs. Ils ont fait leur Launchpad, ils ont fait Aster. Aster, ils ont
leur stablecoin aussi, ils ont un marché spot, ils essaient de relancer de l'activité sur PancakeSwap, etc. Donc en fait, voilà, tu as l'écosystème qui se crée autour de la BNB Chain et du coup, bah, ça profite au BNB hein, naturellement, comme à chaque fois. Et après, ouais, t'as des gros concurrents qui commencent à se dessiner. Alors tout à l'heure, j'étais choqué. Je suis allé sur Artemis dans les perps et j'ai vu que Lighter, qui n'a pas de frais hein, de mémoire, il commence à faire des volumes absolument extravagants aussi. Alors j'ai ça. Ouais, en plus, il me semble que c'est en bêta fermée, je crois, je suis pas sûr. Un code, Parce que moi, ouais. il te faut un code, ouais. Peut-être plus maintenant. Il veut pas me la charger, cette page-là. J'ai pas le droit au bonheur, en fait. Application privée, parce que quel cauchemar. Putain, charge. Oui, j'ai la fibre. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois que volume, on a Lighter qui commence à venir chercher Hyperliquid. Hein. C'est vraiment violent. Hein. Mais parce qu'il n'y a pas de frais, que tout le monde les ferme comme des porcs, forcément, quand t'as pas de frais, tu peux trader comme un malade. Alors attention, parce qu'après, tu payes peut-être le spread, justement. Ouais, En très général, s'il n'y a probablement pas le de frais, il y a le spread. Ouais. C'est comme ça. Sinon, Donc, rappel de ce que c'est le spread pour les moins la initiés. la différence entre le bid et le ask. Voilà. Bah d'ailleurs, tu as le spread ici, tiens. Et donc le spread, en général, quand il n'y a pas de frais, il est un peu plus élevé. Donc là, le spread, ce serait le 0,001%, quoi. Ouais, ça va changer en fonction de la liquidité aussi. Ça veut dire qu'ils traitent probablement contre toi. Alors, comment ils peuvent trader contre toi, justement? Ils voient les ordres que tu passes et ils essaient de te niquer de l'autre côté? C'est quoi le Ouais, mais c'est risqué. Ils font eux-mêmes leur market making, je pense. Alors, des concurrents on-chain d'Hyperliquid, il y aura. Le truc, c'est que Hyperliquid, pour le moment, ils ont l'avantage d'avoir des frais extrêmement bas et d'être extrêmement liquides. Et de plutôt bien gérer à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau pré-market à sortir, des trucs comme ça. Des concurrents on-chain, moi, il y a quelques années, j'étais sur GMX, mais bon, GMX, on va dire, le fait que ça soit on-chain, tu as des avantages, mais tu as des inconvénients aussi qui a fait que sur le marché actuellement, plus personne n'en veut de GMX. Quoi. Ouais, ils ont toujours un peu de volume hein, quand même. Ouais, ça, toujours un peu de volume. J'ai toujours un stack parce qu'en fait, tu as un IPR moi, je l'ai acheté à rien du tout. Et ça fait des années qu'il me rapporte et donc ça fait du revenu passif. Gains aussi, c'était un concurrent à l'époque. Mais bon, en fait, ils ont des désavantages d'être on-chain. Des 100% sur Arbitrum, en fait, dans le cas de GMX. Vous êtes intéressé un peu à Paradex, Extended, tout ça ou pas du tout? Ouais, pas assez récemment quand même. Je sais que après tous ces DEX, forcément, le volume, il risque d'arriver un peu dessus parce que vu qu'Hyperliquid a quand même bien arrosé sa commu, s'ils veulent faire les choses bien, ils vont essayer j'espère qu'ils vont se calquer un tant soit peu sur ce que a fait Hyperliquid, tu vois. Et je pense que c'est ce que vont anticiper pas mal de participants et du coup ça va aller farm à gogo quoi. Ouais. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur Paradex. Il me semble que justement sur Paradex, là récemment le volume il a explosé. Ouais, parce qu'ils ont dit no fees. T'as que le spread maintenant sur les grosses paires BTC Ether. Et mais à mon avis, ça va être un peu le reste, la même chose partout. Maintenant, en fait, ce qu'il faut surveiller, c'est qu'après, si après les campagnes de points, en fait, le volume il reste ou si les gens se cassent quoi. T'as entendu parler de BaseDApp aussi? On demande dans le chat effectivement. Non, pas du tout. Je crois que c'est une app mobile qui permet d'interagir avec Hyperliquid. C'est le truc lancé par Ah non, pas celle-là, non, celle-là, non. Based... Ah, mais les recherches sur Twitter, c'est un cauchemar sérieux. Voilà, Based 1x. C'est celui-là. Omnichannel Trending Platform for Hyperliquid backed by Ethena. Donc, du coup, c'est quoi l'intérêt? Ils ont une app mobile. Ok, c'est ce que je comprends. Ah, d'accord. Super. Du coup, il n'y a pas vraiment de mobile pour Hyperliquid actuellement. Ils n'ont pas de mobile native. C'est Start Trading pour voir. Web Terminal. Ok, ils ont des apps. Et, ok. Ouais, c'est pareil, ok. Tout va nous expliquer. Quand tu traites dessus, tu farmes des coins airdrop. Ok, je capte. Ouais, il y a des incentives à aller utiliser et j'ai cru comprendre qu'ils aient des revenus de bâtard. Par contre, les UI, c'est dingue. Ça me rappelle les exchanges qui ont tous copié l'interface de Binance. C'est les boutons logging et tout. Là, c'est tout le monde a copié exactement l'UI d'Hyperliquid. 60% des revenus vont dans l'affiliate. System from direct referral, plus 12% pour les référals, tes référals. Ah ouais. Ok. Ils ont pas de jetons, eux, on est d'accord, hein, les gens le farment. Là, j'en ai entendu parler sur Twitter, mais j'ai pas plus causé que ça. Hein. Base. Comme Axiom, quoi. Ouais, mais Axiom, c'est encore un autre délire. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Axiom, vous connaissez? Après, ouais, Axiom, je connais, c'est sur Sol, ça. Ouais. Pas que, peut-être pas que sur Sol. C'est un peu le layer 2 de Pump Fun, quoi. C'est pour sniper des coins vitesse grand V, quoi. Ok. Et Après, il me semble qu'il y a un truc qui est sorti sur Base, c'est Aventis, non? AVNT, je l'ai vu il y a pas longtemps.
Ou je sais pas si J'ai une analyse sur Base ou fondamentale qui va sur arriver. BS. J'ai commandé si jamais Picsou. Ouais, c'est le hyperliquide de Base, c'est vendu comme ça. Alors, j'ai pas creusé, je vais attendre de lire l'analyse qu'on va sortir justement. C'est le Dex de Base, quoi. Zéro fee perp. J'arrive pas à lire. Fixe fee. Il n'y a pas de frais sur les trades perdants? C'est bizarre ça. Je vais pas faire semblant de comprendre. Très bien. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a des TGE de jetons qui vous intéressent là en ce moment? Alors franchement, je suis complètement largué sur ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en termes de TGE, vraiment, je sais pas du tout ce qui est censé arriver. Bah, moi, pour les. Par contre, Vas-y, pardon. j'en ai vu. Par contre, je vois une quantité phénoménale de nouveaux tokens. Je sais que par exemple sur les listings Binance, enfin, je m'étais fait une watchlist avec plein de tokens qui étaient listés sur Binance parce que souvent t'as des jolis shorts à prendre en fait parce que souvent des fois ça pump au listing et puis après ça se pète la gueule, tu vois. Mais quand je vois la quantité de trucs qui sont sortis, je me dis putain mais tu peux pas, c'est pas possible de tout suivre quoi. Ça s'arrête pas en fait. Depuis 2017, c'est en continu. Ouais. Bah là, tu vois, on va Et avoir 25 septembre, on a Plasma. Je vais vous expliquer un petit peu si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo sur Coin Academy qui est top d'ailleurs sur le sujet. On va avoir aussi, je pense, courant octobre, Monade. Pas officiel, hein, mais je pense qu'en octobre, on l'a. Et probablement fin d'année, peut-être octobre, novembre, on va avoir Mega ETH aussi. Après, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est tout ce qui va sortir sur l'hyper EVM. Il va y avoir plein de TGE, je pense, de plein de tokens qui vont être airdrop, etc. sur l'écosystème Hyperliquid, quoi. Ça va être intéressant. HyperSwap notamment. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ça, quoi. Mega ETH TGE fin d'année, j'y crois pas. Moi, je pense que si après, peut-être pas, hein, mais à mon avis, on va avoir un mainnet sous peu et token qui suivra. Mais le problème, c'est là où je suis d'accord avec toi, Corail, c'est que il se passe vraiment pas grand-chose sur Mega ETH. Il y a que GTE. Et alors GTE depuis. Moi, j'ai vu. Pardon, dis-moi. J'ai vu une app intéressante, c'est Euphoria, je pense, sur Mega ETH. Ouais, Euphoria et Noise. Mais t'as quasiment aucune Ça a l'air info. complètement dégène, mais ça a l'air complètement dégène par contre. Mais c'est ça. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Sur le principe, ouais. Tap trading. Mais... Ouais, le concept est intéressant. Bon, il y a des gens qui vont tout perdre, évidemment, mais... Ah ouais, il y a Abstract aussi, c'est vrai. Pourrait sortir fin d'année. Je l'avais oublié, celui-là. Mais ouais, TGE. Alors, GTE, c'est un mélange entre Pump Fun et Hyperliquid. En gros, tu as le Launchpad. Une fois que ton token lancé, il a une certaine capitalisation, il est listé sur Index, AMM, et après, il est listé sur la plateforme de trading. Donc, c'est le all-in-one. Problème de GTE, c'est qu'ils ont fait une communication le 5 août pour dire qu'ils faisaient partie de Mega Mafia, donc tu sais, c'est un peu l'incubateur écosystème Mega ETH. Et ils ont dit qu'ils quittaient cet écosystème-là, donc ça laisse en suspens le fait qu'ils seront peut-être pas exclusifs à Mega ETH, d'une part. Mais de ce que j'ai lu récemment, c'est pas eux qui ont quitté Mega Mafia, ils se sont fait virer de Mega Mafia. Par contre, j'ai pas plus d'infos à ce sujet-là. J'ai de retrouver le tweet. Et il avait répondu à Joestar. Ah bah tiens, je l'ai là. Joestar qui dit plus gros projet n'a pas communiqué depuis un mois, juste après l'annonce d'avoir quitté Mega Mafia. Et il a dit ils ont pas quitté, ils ont été virés. C'est pas la même chose. Vous ne le saviez pas. Et effectivement, depuis le 5 août, c'est silence. Hein. Alors que c'est le projet le plus attendu de Mega ETH. Donc moi, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi sur Mega ETH. Alors après, je vais pas fade, je vais pas FUD parce que voilà, c'est hyper intéressant, tu vois. Sur le papier, ça va être super performant. En plus, ils ont probablement Vitalik qui vont les pousser. Ça va permettre d'avoir une sorte de roll-up de shard hyper rapide pour Mega ETH, tu vois. Pour Ethereum, pardon. Mais l'écosystème, c'est vraiment léger, hein, Mega ETH. Ça me fait pas rêver du tout. Dire les choses moins gentiment, je trouve que ça fait vraiment tiep même. Perso, j'ai pas suivi. Mega ETH et Nomad, j'ai pas du tout suivi. Bah, Monad, ils vont avoir Kourou, Change. Ça va être un Dex Club, un hyperliquid sur Monad. Le truc, c'est que Monad a un block time de 400 millisecondes, donc forcément, tu n'auras jamais la réactivité d'un hyperliquid. Pour ce qui est des frais, j'avoue, j'ai pas creusé. Pas te mentir, j'ai pas du tout creusé ce qu'il en était, l'expérience utilisateur. De toute façon, c'est en testnet. Hein. Donc, on va dire oui, l'écosystème EVM de Kourou sera mieux que celui de l'Hyper EVM d'Hyperliquid, parce que c'est vrai que l'Hyper EVM, elle est pas super rapide, mais en fait, on s'en branle. À ce stade, c'est pas un problème, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai vu O2, le club de Fuel, mais ça, c'est pareil. Moi, j'ai énormément de respect pour ce que font Fuel Network. Hein. C'est on va dire un execution layer super intéressant. Le truc, c'est que comme c'est pas EVM, c'est pas SVM, ils ont leur propre langage de programmation, leur propre machine virtuelle, bah, ça a tout simplement pas pris. Hein. Ça a fait comme Starknet. Fuel, hein. C'est au fond du gouffre. Hein. Ouais. Bon, la chart, elle commence à être pas mal. Mais bon, faut avoir envie de rentrer, hein, quand même. Faut avoir envie, ouais.
faut avoir envie. Pourtant, c'est béton, hein. Il y a un projet, auquel je viens de penser, je crois que c'est, toi qui m'en avais parlé il y a un moment, Linfray. C'est Resolve qui Ah oui. ont et je crois ils vont commencer à en faire du buyback, Il me semble qu'ils ont fait une annonce comme quoi ils allaient commencer à en faire. Ouais, mais ils tiennent un peu en fait, ils tiennent un peu la TVL par les incentives et les farmers et la promesse de points, etc. Ouais. Mais c'est classique, hein, Mmh. c'est normal, on peut pas leur reprocher. Après, je t'avouerai que j'ai vendu ce que j'avais farmé en points à plusieurs fois le prix actuel, hein. Je sais pas où ça va maintenant. Elle est à combien là? Attends, fais voir leur TVL actuellement. Ouais, en dessous de 500. Alors, il me semble qu'elle a diminué. Et pour parler spéculation, du coup, pour clôturer cette émission, toi, là, tu regardes quoi, Ponzi? Tu restes sur tes positions? Il y a d'autres trucs qui pourraient te tenter ou justement, tu es en train de te faire un plan de sortie? Non, bah, sur Hype, pour moi, on est toujours bien orienté. Après, il y a plein d'autres trucs plein d'autres petites lignes que j'ai qui sont en train de bien bouger. Bah, il y a Ether Finance, il y a Eigenlayer, Pump Fund pour le moment, bah, on est plus sur une zone de temporisation, mais je pense que ça peut encore performer. Hem, je pense pas qu'on soit, en fin de il y a cette histoire de cycle et cetera. Il y en a qui enfin, ça c'est un truc qui m'énerve parce que j'en vois qui disent: «Ouais, on est en fin de cycle et cetera», mais en fait, ils en savent rien. Ah, bien sûr. Genre, en fait, on sait pas et il y a eu que 3 cycles, voire il y a eu quoi? 3 cycles? Enfin, Même pas, en fait. peut-être 4 maximum, En fait, même quand pas tu et vas-y, mais tu on a peux même avis en fait là-dessus, mais vas-y. tu peux pas en fait c'est un biais en fait. Les gens ils se rassurent en se disant: «Oui, ça va toujours être comme, 2021-2017 et cetera». En fait, on sait pas. Il y a pas d'histoire de tant de jours après le halving et cetera. Tu peux pas te baser sur 3 occurrences pour, faire un modèle. C'est pas possible. Ça a pas de sens. D'un point de vue statistique, ça a pas de sens. Donc en fait, on sait pas si le top, il est dans un mois ou si le top, il est ou dans 6 mois, tu vois? Ou même si on aura un bear market, comme on a eu en 2021, comme on a eu en 2022, comme on a eu Mmh. en 2018 et Mmh. cetera. Il y a plein d'inconnus qu'on n'a pas. Moi, je vis plus dans le court terme, enfin dans le moyen court terme et là, ce que je vois au niveau du marché, bah, c'est qu'on n'est pas orienté à la baisse, quoi, tu vois? Et tant qu'il y a pas des choses qui me font dire: «OK, ça sent la merde», bah, j'essaye de tenir mes positions le plus longtemps possible, Ouais, tu vois? ouais. Et pour le moment, bah, pour le moment, c'est pas ce que je vois. Donc après, bah, ça pourrait être le cas demain, ça pourrait être le cas la semaine prochaine. Mais, j'irai pas dire qu'on est dans la phase d'accumulation, ça a pas de sens de dire ça encore, tu vois? On est plus, c'est plus le moment Moi, où, je pense quand tu juste regardes le Bitcoin ça change de d'acquisiteur. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui déchargent et puis il y a des gens qui veulent rentrer et puis ça bah, passe de main en main, hein, c'est tout, hein. après quand tu regardes depuis, 2022, Bitcoin quand même, on a fait une sacrée performance. Mais je veux dire, regarde l'année 2024, au final, l'année 2024, en fait, on s'est tapé une année de consolidation où, on était dans une tendance baissière et pour il y avait plein de personnes pour qui c'était, le début du bear market, Mmh. tu vois? Au final, non. Bah, ça Mais, dépend pour rien qui, parce que n'empêche en niveau fait alt, on a pris quand même une sacrée secouée, non, bien sûr, mais rien n'empêche qu'on peut se taper, par exemple, une année 2026, qui sera peut-être, plus ou moins identique à ce qu'on a eu en 2024, avec une longue consolidation où on se fait chier et en fait, on est dans une tendance baissière avant de reprendre une tendance, tu vois? mmh, Il y a rien, il y a aucune règle qui nous oblige à se taper 2 ans de bear market mmh. ou 3 ans de bear market, peu importe, tu Bah, vois ce que moi, je veux j'ai dire? une explication à te Ça, donner sur ça. En fait, là, à l'instant T, tu as les ETF, tu as les trésoreries d'entreprise, tu as le narratif des revenus, des Mmh. buybacks et cetera. En plus, tu as plein d'ETF sur les altcoins qui vont arriver, tu sais, ETF, Avalanche, ETF X, Y, Z. Ce qui pourrait vraiment être déclencheur d'un ouais. bear pour moi, c'est justement une spirale de vente infernale où il se passe une catastrophe qui entraîne des catastrophes. Puisque c'est souvent comme ça que ça se passe. Bah, une récession. Bah, par exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses comme ça que tu peux pas, prédire en avance. Mmh. C'est-à-dire le principe d'un Black Swan, par exemple, bah, c'est que c'est pas un événement qui est prévisible. Mmh. C'est-à-dire il y en a plein qui pensent le pouvoir les prédire, mais en réalité, ils peuvent pas le faire. Ils le font parce que toutes les semaines, ils vont être là dans l'alarme, tu vois ce que je veux dire? À toujours dire: «Oui, ça va crash, ça va crash». Si tu dis toutes les semaines que ça va crash, il y a un moment donné Ouais, où c'est ce tu que vas j'appelle avoir un raison. faiseur de pluie. C'est C'est par ça. exemple, bon, je vais en citer un, tu sais, des économistes sur YouTube qui te disent que c'est tout le temps la catastrophe, tout va se crasher, et cetera. Mais en fait, ils disent ça depuis 10 ans et au bout d'un moment, ça va arriver. Oui, forcément, au bout d'un moment, ça va arriver et ils vont te dire: «Ah, vous voyez, ça fait 10 ans que je vous le dis». Mais tu pas pertinent, en fait, Bah si ouais, ça fait 10 ans que tu le dis et que ça se passe bah oui. pas, pendant 10 ans jusqu'au bout d'un moment où, voilà, c'est comme, ton faiseur de pluie parce que si je te fais une danse de la pluie aujourd'hui, je t'en fais une demain et cetera. Un jour, il va pleuvoir et je te dis: «Bah, voilà, j'ai fait une danse de la pluie, donc il a plu». Mmh mh.
Et sur ce cycle, Non, c'est ça. de 4 ans, donc le fameux hyper cycle, Ponzi, on avait parlé un jour à une conf et enfin, on n'y croit pas tous les deux. Moi, j'y crois pas du tout. La crypto n'a jamais connu de vraie récession. Alors oui, il y a la récession Covid, mais c'est pas pareil. Et rien ne nous dit que si tu regardes en fait bien les charts, si tu crois en fait à ce super cycle, tu vas à chaque fois aligner, tu vas en fait voir le chart comme si ça coïncidait, mais c'est plus Moi, je, un certain hasard en fait, parce qu'il y a des doubles moi, je tops, te, etc. je te dis, la récession, on se la bouffe, ça dépend juste sur quel chevaux t'es placé. Et quand tu regardes Avalanche, par exemple, regarde, il a jamais sorti la tête de l'eau, hein. On parle toujours des winners parce qu'on voit toujours Oui, BTC, Ethereum, Solana, tu vois, mais le nombre incalculable d'altcoins qui n'ont pas sorti la tête de l'eau, c'est ça, hein, les récessions. Le nombre de VC qui Oui, sont mais alors sous l'eau attention. aussi, attention. Oui, mais alors attention, c'est parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que sur le cycle précédent. Le cycle précédent, c'était un contexte d'abondance monétaire et du coup, c'est vrai qu'il y a tout qui a pump. Là, on n'est plus du tout dans le même, contexte. Si demain on se retrouve dans un contexte qui est similaire à ce qu'on a eu en 2020-2021, bah, il y a toutes les merdes, il y a plein de trucs qui vont, on aura des zombies, tu vois? On aura des zombies tokens. Hmm. Tu vas voir plein de trucs qui sont morts et qui vont se remettre à pump parce que, il y aura une abondance au niveau liquidité, il y aura une abondance au niveau liquidité, ce qui n'est pas le cas maintenant, tu vois? exactement. Il y a un point important que tu viens de dire, c'est la liquidité macro. Je sais pas, Capay, si tu peux nous trouver le chart, je l'ai pas là, j'ai pas préparé ça, mais le chart de la liquidité macro par rapport au prix du BTC. Ah non, ça, Et c'est une théorie intéressante que en fait, alors c'est pas je crois pas que ce soit la M2, mais ça, c'est je suis juste la pas masse sûr. monétaire du dollar. Ouais. Alors tu as une métrique, je sais plus laquelle c'est, si c'est macro liquidité, quelque chose comme ça, qui est par rapport au prix du BTC et tu te rends compte qu'en fait, il est possible sur le peu de temps en fait qu'on a eu de la vie de la crypto, de l'histoire, c'est que nos phases de top coïncident aux phases de montée de la liquidité macro. Bah, si tu arrives à retrouver ça, je prends, Mm. mais effectivement, là, j'ai pas. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que ce cycle-là, c'est le cycle qui m'a le moins réussi parce que j'ai malheureusement placé trop sur Ether pendant longtemps et qu'il y a plein de presets, plein d'altcoins où je me suis obstiné à rester dedans et j'aurais juste dû dire Nikomu qui est resté sur BTC Ether. Maintenant que c'est fait, Alors c'est fait. Tu j'ai trouvé le chart. Alors il vaut ce qu'il vaut. t'envoies dans le chat. Je te l'envoie. Après, de manière globale, tu regardes les charts des alts actuellement, bah, en fait, il y a plein de trucs qui sont vraiment pas mal, hein. Et élargis De le temps sur All, ce qui s'appelle Global Liquidity. Mhm. Et du coup, faut que je fasse quoi de ça? Rien. En fait, tu vois que les phases en fait de top Bitcoin. Alors oui, tu peux toujours dire que ça marche pas parfaitement et je suis d'accord. Mais tu as quand même une corrélation entre la M2, le Global Liquidity M2 et le prix du BTC. Que je comprenne bien. C'est la fameuse M2. Oh, tu t'en souviens, Ponzi? La M2. Ouais. En gros, quand ça bouge plus trop, bah, notre BTC bouge plus Quand trop. la, Et quand ça monte, quand la M2 augmente, tu as un surplus de liquidité dans le système et du coup, c'est déversé à peu près dans tout, c'est-à-dire par exemple les actions et le Bitcoin, enfin, et la crypto. bah là, pour le moment, ça monte. Donc, c'est plutôt bon signe. Oui, exactement. Exactement. Sauf si justement, on a un top qui était là au, Mais 8 il y, a, septembre. y, a aussi, y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un bon indicateur pour prédire les récessions à quelques mois, c'est la courbe des taux. Alors ça, pareil, il y en a qui vont dire que ça vaut rien, etc. Alors en attendant, ça prédit toutes les précédentes récessions entre 6 mois et 1 an et demi, ce qu'en anglais, Après la version. après la version. Ouais, mais là, le truc, c'est que la courbe, je crois qu'elle est inversée depuis un moment, tu vois? Genre, ça fait, il me semble, hein, que la Alors courbe, elle est inversée il y a depuis eu un bien moment longtemps. Covid, pas exactement, mais effectivement, enfin, Il me semble, hein. ouais, mais il faut que je la retrouve. Il est dessus, hein. Et tu as un moment, en fait, dans ce cycle-là de la yield curve et des récessions, où tu vas avoir la banque centrale qui va commencer à baisser ses taux. Et donc là, en fait, on y est. J'arrive à le retrouver, je prends. Ouais. En tout cas, vous avez vu qu'Avalanche monte parce qu'apparemment, il y a une trésorerie d'entreprise qui se fait à hauteur de 1 milliard pour buyback du AVAX. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert la chart, tiens. Ah, mais voilà, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a plein de charts qui ressemblent à celles d'Avalanche, plein d'altcoins comme ça qui sont à 2 doigts de péter. Bah là, tu vois, j'ai une ligne qui pète aussi, c'est Morpho. Morpho j'ai Qui dit Morpho qui pète. est en train d'exploser aussi. Oh, mais Moi, c'est plus, bon ça! Ah, tu me fais plaisir! tu vois, Morpho qui est en train de péter. Ah oui!
Bah, s'il peut péter encore plus, ça me fait plaisir. Voilà. Mais là, est-ce que c'est pas un petit pump avant de partir aux enfers? Moi, c'est ça qui me pète un peu les couilles parce que j'ai des trucs qui n'ont pas bougé depuis v'là longtemps et qui se réveillent, genre pique, tu vois. Ouais, pique parce qu'il y a le narrative robotique. Ouais. Oui, non, mais le narratif, frérot. Non, mais après, voilà, c'est parce que ça va durer 3 semaines. Enfin, je sais pas, après, ça va durer. Parce que je connais pas les sous-jacents vraiment. La robotique, c'est ce que tu peux voir sur mais sur ça Twitter, existe depuis etc., la nuit des les temps, boîtes frérot. chinoises, c'est C'était ouf. les IoT avec bien sûr. IOTA et compagnie. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucun revenu, il n'y a aucune activité réelle. Il y a rien dessous. Il y a rien dessous, ok, d'accord. Non, mais la tech est là, le truc, c'est que ça peut, mais il n'y a pas de demande, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que tout ça, tu peux le faire sans ça peut crypto, te entre donner, parenthèses. ça peut te donner une petite surperformance sur tes bacs pendant quelques temps, tu vois, de quoi spéculer. Après, c'est vrai que oui, les silencios, etc., je sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Bah moi, Silencio, je veux dire sincèrement, typiquement, c'est un projet, je trouve l'idée trop bien. C'est de cartographier la pollution sonore. Mais le truc, c'est créer un token pour ça et en faire une vraie cash machine, c'est une autre histoire. Ouais, mais franchement, ça, c'est typiquement le genre de token le genre de projet qu'on avait en Ouais, 2017. c'est ça. Et vraiment, hein, c'est vraiment le stéréotype même du projet de C'est la 2017 French Tech. où c'est du concret, entre parenthèses, mais pourquoi avoir un token? Mhm. Et au final, il y a plein de projets de 2017 qui voulaient faire un peu des choses similaires, tu vois? Alors pas forcément, sur le même domaine, mais ils ont tous disparu. Bah ouais, mais regarde, moi, Quasiment. pourquoi j'ai jamais mis les pieds sur BitTensor? C'est parce que moi, quand on m'a dit IA plus crypto, c'est en Ah ouais. mode Matrix AI t'as sur soufflé, quoi. Neo et tout, c'est bon, on connaît, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai complètement failli TAO et voilà. Et tout le monde me dit, ouais, TAO, banger, il y a des subnets utilisés dans le monde réel et tout, machin. Et j'arrive pas à retourner ma veste et avoir envie d'y rentrer parce que j'utilise pas, en fait. Pony, j'ai trouvé la charte à jour de la yield curve. Ok. Je t'en sur le chat. Tu mets en max. Alors effectivement, elle Ok. s'est réinversée déjà depuis quelques semaines, mois. On est à combien? Mars. Et on veut voir quoi comme yield curve? En fait, à partir du moment où la courbe, tu vois, les zones grises, c'est les précédentes récessions. Et à partir du moment où la courbe repasse en positif, tu as quelques mois, ça dépend, avant qu'il y ait une récession. Et donc là, la courbe repasse en positif au-dessus du trait zéro. Donc la yield curve, c'est l'inverse. Les taux, c'est la différence entre les taux courts et les taux longs. Et à chaque fois, avant une récession, quelques mois avant, tu as la yield curve qui repasse en positif. Franchement, frérot, ça m'inspire rien. Bah, je vois bien les zones de récession, mais regarde, j'ai tracé des rouges à partir du moment où ça démarre. Des fois, c'est en dessous. Il faut pas regarder ça. Il faut regarder le moment où la courbe bleue passe dessous le zéro. Et après, elle passe dessous le zéro. Ensuite, elle passe au-dessus. Et ensuite, il y a une récession directement après. Ah ouais, d'accord. Voilà, exactement. Ouais. Et donc là, on était en dessous. On était au-dessous, bien au-dessous même du zéro. Ah et là, ouais, et donc là, on a eu un gros dessous, et là, ça nous pend au nez. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Exactement, voilà, c'est ça. Ça y est, là. Parce que là, on n'a jamais tenu aussi longtemps en dessous. Hein. Donc là, tu es en train de nous dire qu'on a une récession historique, qu'on va se tirer dessus à la carabine, en gros? Non, pas forcément. Elle est bien celle-là là, pour se foutre en l'air. Récession incoming. Je veux pas forcément dire que c'est la durée à laquelle on est en dessous et à combien on va dessous qui est important, mais c'est juste au moment en fait où on va repasser en positif. Ouais. Et t'as ça sur toutes les précédentes récessions, et à chaque fois que tu as une récession, tu as ça avant. Mais là, on est en positif depuis un an. Mais le truc, c'est que cette fois, c'est différent. C'est que normalement, ils auraient dû tirer dans la tête. Bah, frérot, ils auraient dû tirer dans la tête de Trump. On aurait dû rentrer en récession. Mais le truc, c'est qu'il a tourné la tête. Bah ouais, gros. Je suis désolé de te l'apprendre. Hein. Il a bougé la tête. Du coup, cette fois, c'est différent. On n'a pas parlé de SUI. SUI, ça bouge ou pas? Parce que moi, je sais qu'au niveau de la chart, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, est-ce qu'il y a besoin que ça bouge pour inventer le narratif? Non. Mais c'est que mieux, quoi, tu vois. Non, franchement, Aptos. Moi, je suis beaucoup de gens d'Aptos où tout le monde se branle sur le consensus et tout, et le langage de proc, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, la proposition de valeur de Aptos, je pense qu'elle va être écrasée par Solana Alpenglow et que juste Solana, il va maintenir le lead. En fait. C'est pour ça que je préfère avoir du Sol que du SUI ou du Aptos. Qu'Alpenglow, c'est vraiment un banger. Ouais, ok, je capte. Et ça va arriver en fin d'année, normalement. Je pense que, tu vois, on va avoir Abu Dhabi Solana Breakpoint. En décembre, ils vont nous dégainer Alpenglow. Et puis, en plus d'avoir un autre truc, là, comment ils appellent ça? Les P-tokens. En gros, tu vois, Solana, t'as les SPL tokens. Et les P-tokens, en fait, c'est un standard optimisé SPL token qui consomme moins de gaz, entre parenthèses. Ce qui fait que tu peux
passer beaucoup plus d'actions dans un même bloc. Donc, au lieu d'agrandir la taille des blocs pour augmenter les TPS, bah, juste tu consommes moins dans un bloc, donc tu fais passer plus de transactions. Donc, tu vas avoir évolution du consensus, augmentation de la taille des blocs et réduction de la consommation de gaz par les applications. Et tout ça, ça va faire que Solana va aller plus vite. Ouais, moi, Solana, Ouais, il y je aura kiffe. il y aura moins de problèmes de congestion comme il y a pu avoir. Mais je reste dans mon biais, capette le vrai, vive la tech, etc. Mais la réalité, c'est que les gens s'en branlent, je pense. Ouais, bien sûr. Parce qu'au final, la DeFi, la tokenisation, elle se passe surtout sur Ethereum. Après, tu as quand même des tokenized stocks et tout sur Solana. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer. Pendant longtemps, je disais que non. Mais là, qu'on se le dise, sans Pump Fund, Solana, je pense que ce serait une toute autre histoire. Là, le truc sur lequel tout le monde se branle sur Sol, c'est Drift. Ouais, avec Alpenglow notamment. Mais en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que, j'avais pas vu par contre que Drift a explosé. J'ai failli en prendre. C'est parce que Multicoin, il force à fond. Multicoin, il force à fond pour dire voilà, Drift, c'est le hyper liquide de Solana. Et aussi. Ah, mais parce que c'est un DEX? Ouais, Drift, c'est un DEX. Et si tu veux, en fait, Solana, les clients d'exécution, c'est quoi? C'est Agave et Jito, principalement. Et Jito, ça doit peser un tiers de tous les clients de validateurs de Solana. Et en gros, ils vont sortir un truc qui s'appelle Jito BAM, qui est en fait une sorte de layer 2 pour validateurs. En gros, c'est un logiciel que tu fais tourner sur les validateurs Jito, où tu vas pouvoir faire passer certaines transactions. Et par exemple, tu pourrais faire passer des transactions plus rapidement que la vitesse même d'un bloc. Tu pourrais avoir des transactions toutes les 20 millisecondes, par exemple. Tu vois. Ouais. Ce qui fait que du coup, tu peux avoir un Solana qui peut s'aligner avec Hyperliquid en termes de rapidité. Et du coup, Drift, ils ont dit, nous, on va intégrer BAM, quoi. Oh, la charte du perp de Bitcoin sur Drift, elle est catastrophique. Et voilà, c'est que tout le monde défend son beefsteak. T'as CZ qui envoie à Stardex, et Drift, c'est la même chose. Ouais, mais c'est quoi cette liquidité? Ouais, parce qu'en fait, du coup, je me posais la question, j'étais en train de me dire, mais qui c'est qui va trade sur perp sur Sol? Enfin, sur quel deck surtout? Et ouais. Ouais, c'est le main dex, hein. Ouais, tu vois ça, t'as pas Drift. envie d'y aller, quoi. Avec Jupiter. Mais pareil, Jupiter, je pense pas qu'ils aient des gros volumes. Hein. On va aller sur Artemis. Voilà, t'as Drift et Jupiter. Quand même un petit peu de volume, mais c'est peanuts par rapport à Hyperliquid. Ouais, après, je pense que le use case, il est un peu différent. Enfin, je veux dire, moi, si je vais sur Solana, c'est pour aller flip du shitcoin, quoi, tu vois. Bah ouais. Voilà, si je veux trade de manière sérieuse, je vais sur Hyperliquid. Si je veux aller flip des shitcoins, je vais sur Sol. Winner take all, en fait. Le casino des meme coins, c'est Pump. Et puis, Ouais. la meilleure expérience de deck, c'est Hyperliquid. Et puis, les meilleurs stablecoins synthétiques, ça va être quoi? Ça va être Ethena, du coup, en ce moment. Et voilà. Toujours comme ça que ça se passe. Ouais, mais c'est surtout que en plus, comment ils vont capter du volume et de l'open interest avec la flopée d'experts qui sont en train d'arriver sur les layers 2 d'Ethereum, etc., quoi, tu vois? Ah, mais clairement. Pareil, Lighter, une fois qu'il y aura l'airdrop, est-ce qu'ils vont avoir du buzz Oui, c'est tous, hein, c'est pour tous pareil. En plus, à mon avis, le truc, c'est que là, tu as Binance qui sort son raster. Tous les sex, ils vont vouloir faire la même chose. Enfin, de manière détournée, tu vois. Genre, BitGet, à mon avis, ils vont s'y mettre. Ils vont tous s'y mettre. Ah, je sais pas. Je sais pas, tu vois. En vrai. Parce que Bybit, si, peut-être Bybit. Mais OKEx c'est tout pour le moment. Bybit, si, ils ont Apex. Apex, ouais. C'est Apex, ouais. Apex, c'est comme DYDX V3, c'est un StarkEx, tu sais, la technologie de Starknet qui était utilisée par DYDX à l'époque. Ouais. Et après, ils vont lancer un autre truc qui s'appelle Byreal, qui est sur Solana, et Etherreal qui serait sur Ethena. Voilà, donc Bybit, ils se fondent bien dans l'expérience Web3 DEX, mais les autres, pas trop. Hein. Par contre, OKEx, eux, ils forcent un peu avec un Layer 1. Après, il n'y a pas l'expérience de DEX qui va avec, mais tu as dû voir qu'ils ont changé leur tokenomics avec leur jeton OKEx. Ouais, ça fait exploser le token. Et en fait, c'est une copie conforme de Polygon, en fait. C'est une chaîne Cosmos-based tweakée pour de l'EVM. Et sinon, vous faites du yield un peu avec vos stables? Ouais, beaucoup quand même. J'ai fait un peu de comment ça s'appelle? Oh là là, quelle horreur d'avoir un trou dans le nom. Putain, j'ai plus le nom, c'est horrible ça. Sur Hyperliquid, Liminal, voilà. Ah oui. Quelle horreur. Ouais, j'ai fait un peu de Liminal. Ouais, j'ai fait beaucoup de Liminal, moi. Ouais, c'est tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie et que pour récupérer des miettes, j'y laisse mes stables. Je suis toujours une tapette, moi, sur ça.
T'as pas peut-être un PTSD de Luna? Ah bah si, j'ai un méga PTSD de Luna puisque c'est le seul où je l'ai fait et c'est Après, pas ce que ça a donné. sur Liminal, tes fonds, ils sont en custodial. Oui, en monastique. Mais ouais, c'est juste ambiance ta fiole, hein. C'est tout, on fait gaffe. Là, J'en je ai pas farm des masses des actuellement stables. sur Sky, un petit peu, mais bon, tu farmes pas, tu farmes pas avec 1000 balles comme tu farmes avec 100 000 et plus, hein. Ouais. Mhm. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que je préfère avoir 6% sûr que 8, 9, 10 où j'ai un petit pourcentage de chance que de me retrouver avec 0. Et Pendle, vous en pensez quoi, ouais? Ça marche bien? Bah écoute, moi, c'est ma plus grosse performance sur 2024. Vraiment, ça m'a refait l'année. Ouais, je sais. C'est vraiment, ça m'a refait l'année. Parce que j'ai acheté vraiment le pic au bottom et j'ai vendu le pic au top, donc quasiment. Donc ouais, c'est. Après, après j'ai acheté Pendle parce que j'aimais bien le logo, c'est tout. Le projet, j'y comprenais, enfin, j'ai jamais rien compris. Maintenant, je comprends un peu mieux, hein, le fait de pouvoir trade le yield, etc. C'est Mais peut-être le sinon, projet DeFi le plus complexe pour les ouais, utilisateurs. c'est vraiment chaud à comprendre, hein. Et après, ils ont des revenus aussi, il me semble, hein. Ils ont ils ont Ouais, des ouais, bien revenus. sûr. Oui, Ouais. ils sont dans Ils ont le lancé facile dans le top Boros, là. 20. Mais après, ouais, pour comprendre Pendle, il y a Y qui a fait une super vidéo que je conseille aussi de regarder parce que c'est pas moi qui ai expliqué le projet, quoi. Ouais, clairement. Mais elle est top sa vidéo. Puis Ouais. il explique le protocole Boros qui est sorti récemment aussi pour pouvoir trader les funding. Yield Basis, projet du founder de Curve. Ça te parle, ça Moi, ça me dit quelque chose, mais putain, ça me dit quelque chose, mais ça, c'est peut-être le nom d'un vieux projet aussi, tu vois, qui a été, qui n'existe plus et qui du coup Voilà, c'est était. le founder de Curve. Ok. Ouais, go. Bringing real yield to Bitcoin. Alors attends, il y a un rapport Delphi. Est-ce qu'il va être payant? Probablement. Ah non, c'est une vidéo. Ah, fait chier. Puis leur vidéo, j'en peux plus. Faudrait que je regarde ça, du coup. Ouais. Ok, je vais me noter ça. Bah écoutez, les gars, franchement, je pourrais rester des heures avec vous. J'ai grave kiffé. Si vous voulez, on se fait ça beaucoup plus souvent parce que j'ai appris plein de trucs. Mais pour pas que ça fasse une rediff YouTube qui mette 15 millions d'années, je pense qu'on va se couper là. Yes, Merci ça marche. beaucoup, Picsou, d'être passé. En tout cas, Pas ça fait Picsou, plaisir le Ponzi. ref. Ah, vous êtes parti là, c'est bon? Non, on n'est pas parti, mais Ah oui, pardon, Picsou dans le chat. Pardon. Non, Picsou dans le chat. En tout cas, voilà, merci Picsou d'être passé. N'hésite pas à regarder WhatsApp, mais si je sais que là tu as levé le pied ce soir, je te prends pas la tête, frère. Normal. Crypto Gourmet Ponzi, qui est sur YouTube, qui fait une vidéo quasiment tous les jours, il va vous parler des altcoins, il va vous parler principalement de trading et comment il suit, en sachant que c'est quelqu'un qui suit tout, la macro, qui est, comment dire, c'est pas un permabull, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous dire toutes les 5 minutes faut vendre, mais il n'hésitera pas à vous dire que si ça pue, ça pue. Voilà. ouais, je suis nuancé. Et très nuancé. Ça vous évite de vous enfermer dans des biais qui vous feront plus de mal que de choses. Donc vraiment très cool. Un Frey qui est discret dans son coin, qui a Twitter mais qui tweet pas en ce moment. J'ai une autre vie. En ce moment, il est dans l'IRL. Il y aura une rediff, du coup, évidemment, sur la chaîne Capet Crypto. Et donc, moi, je vais... là, j'essaie de reprendre de l'activité sur ma chaîne maintenant que je suis bien installé, que je réfléchis à des concepts. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Capet Crypto si ce n'est pas encore fait. Et naturellement, à la chaîne Coin Academy, il y a plein de contenus qui vont arriver très prochainement. Voilà, notamment, je pense vous faire une analyse de Pump Fun, maintenant que j'ai bien mieux compris ce qui s'y passe, histoire de se faire une idée. Voilà, donc c'était une grosse outro. Merci encore une fois, Ponzi, Infray, Picsou et le chat évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.